des parents de jeunes enfants. Donc, comme je vous disais, j'ai un fils qui a 8 ans, qui est en CE1 et en Ulysse, qui va plutôt très bien, qui est toujours de bonne humeur, qui fait plein d'activités, de la randonnée, du ski, du poney. Et puis jusqu'à maintenant, après l'annonce du diagnostic qui était un peu compliqué, on avait pris le parti de réfléchir au jour le jour et donc forcément parce qu'il était petit et avec ce parti pris de décider pas mal pour lui. On arrive à une période un peu charnière où on commence à se poser un peu les questions pour l'avenir et en lien avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, et peut-être on l'aurait fait différemment si on avait entendu M. Cahouette avant. En lien avec tout ça, on se pose la question aussi de comment prendre les meilleures décisions, comment prendre les meilleures décisions pour lui et avec lui, bien sûr. Donc, pour préparer cette table ronde, j'ai regardé un peu tout ce qui circulait sur les réseaux sociaux et toutes les interactions entre les familles de jeunes enfants. Et puis, j'étais aussi à l'atelier ce matin sur les 4-12 ans. Donc, tout converge pas mal. Et comme on est pressé par le temps, je vais essayer d'être très concise sur ce que j'ai relevé. Il y a en gros, deux sujets essentiels. Il y a le premier qui est, ce qu'avait très bien dit Elias ce matin aussi, la question de savoir à quel moment on informe son enfant du fait qu'il a le syndrome, puisque c'est cette information donnée au bon moment par les parents qui va lui permettre aussi de connaître ses difficultés, de connaître ses limites et de faire ses choix en conséquence et donc d'exprimer ses envies en conséquence auprès de ses proches et de ses accompagnants. Et puis, il y a un deuxième sujet qui revient régulièrement, qui est celui de la scolarité, de l'orientation scolaire, qui arrive souvent en cours de primaire ou au collège. Alors, je ne sais pas, pour reprendre le discours de M. Cahouette, si c'est vraiment le domaine dans lequel on peut le plus donner libre cours à l'autodétermination, comme on en a parlé, mais malgré tout, c'est un domaine dans lequel il faut qu'on associe nos enfants au choix qu'on prend et qui implique au préalable d'arriver à identifier les besoins et les envies de nos jeunes et puis peut-être à les hiérarchiser parce que dans les besoins et les envies, il y a deux choses qui reviennent régulièrement. Il y a l'envie de continuer à apprendre, donc de suivre un système classique où on présuppose que les apprentissages vont être les plus approfondis. Et puis, il y a aussi une volonté ou une difficulté dans les rapports avec les pairs qui vont interagir aussi sur les choix à prendre. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, on entend dire, alors souvent on l'entend avec douleur de notre point de vue, mais on fait notre chemin, on entend dire des professionnels que même si les scolarités ont été suivies de manière quasi classique avec aide au mieux jusqu'au collège, il y a un moment où le coup tombe et que de toute façon, l'équipe de nos enfants, il est plus favorable dans des voies différentes, notamment dans les voies médico-sociales. Donc avec tout ça, on est un peu perdu pour laisser s'exprimer les choix et en tirer les conséquences et puis trouver le cadre qui permet, c'est ce qui ressort aussi tout le temps, qui permet effectivement d'assurer le meilleur équilibre de vie et l'endroit où nos jeunes seront les plus heureux et c'est pas forcément dans la voie scolaire classique qui tient encore pourtant beaucoup à cœur. Alors on acte dans tous les éléments à prendre en compte pour pouvoir faire nos choix. Des retours d'expérience de tous les jeunes ados ou dans le cours du primaire qui ont pu fréquenter des IMPRO ou des IME et qui vont nous dire qu'en fait, après les inquiétudes qui ont pu être les leurs dans les choix à faire, c'est un grand soulagement que finalement porter les enfants dans le système scolaire classique, c'est épuisant pour le jeune, pour la famille, pour l'entourage et que dans l'IME, on va trouver un autre équilibre avec un rythme plus adapté, des enseignements qui continuent à être quand même fournis et suivis, et surtout un rapport aux autres qui est facilité. Et c'est Aurélie, je crois que vous disait ça ce matin très bien aussi, alors elle parlait du foyer, mais ça s'appliquait aussi à l'IME. En fait, dans l'IME, on n'a pas tous la même maladie, mais on se comprend et on interagit beaucoup mieux. Dans les freins à tout ça, c'est aussi que souvent le monde que j'appelle encore un peu parallèle, même s'il existe bien, ce monde autre que le système classique, il est souvent très inconnu pour les parents de jeunes enfants, et donc il fait peur, comme tout ce qui est inconnu. Donc il faudrait qu'on arrive à se rassurer. Il y en a beaucoup qui expriment l'inquiétude de savoir s'il va y avoir encore des apprentissages ou si c'est plus que du social ou autre. Donc se rassurer sur le fait que les apprentissages de base vont continuer. Pouvoir visiter ce matin
Alors là, je parle des immeubles, mais ce matin, on a eu dans notre groupe une intervention très intéressante sur une orientation nuit-société, avec des parents qui hésitaient, qui étaient même réticents, jusqu'au jour où ils ont pu aller visiter la classe Ulysse, le district Ulysse, et puis retrouver confiance et aller dans cette orientation avec un grand choix qui correspondait finalement aux besoins de leurs enfants. Donc, s'informer ou échanger pour avoir moins peur de ces systèmes autres qui peuvent peut-être beaucoup mieux correspondre. Et puis, essayer malheureusement de toujours trouver la moins mauvaise solution plutôt, puisque la solution idéale ne semble pas forcément exister. Donc, si je résumais un peu les problématiques qui se posent à nous, parents de jeunes enfants qui entrons dans la réalité de ces difficultés, au-delà de l'autodétermination dans les petits gestes de la vie quotidienne, on essaye chacun à notre niveau de faire pour se mettre dans la marge de ce qu'expliquait M. Carouet, il y a d'une part ne pas confondre ses propres choix et ses propres envies pour son enfant avec les choix, les envies et les besoins de son enfant lui-même, ce qui, à mon avis, renvoie assez lourdement à la question de l'acceptation aussi du handicap par la famille, et donc d'accepter que peut-être ce sera, sûrement même, mais on est encore du peut-être pour moi, ce sera pas la voie classique, mais ce sera quelque chose à côté dans lequel finalement tout lui sera beaucoup plus profitable. S'appuyer avec confiance, et c'est la confiance qui n'est pas toujours facile à donner aussi, avec l'ensemble des professionnels qui sont autour de notre enfant et qui vont pouvoir, avec le recul, peut-être nous aider mieux à discerner quels sont ses besoins, ses envies et comment y répondre. En gardant à l'esprit malgré tout que, et c'est ce qui ressortait aussi de nos entretiens de ce matin, c'est que le couple, entre guillemets, parents, jeunes, reste décisionnaire, mais c'est quand même les parents aussi qui gardent une façon pondérante en connaissant très bien leur enfant, mais ne pas hésiter et réussir à faire confiance à tous ceux qui les entourent et à chercher une solution unique. Et puis, et surtout, écouter son enfant, et c'est à lui qu'il faut faire confiance en lui permettant d'apprendre petit à petit à faire ses choix et à exprimer ses envies pour parvenir à faire ses choix. Merci. Donc, François m'a demandé d'intervenir dans cette table ronde pour un témoignage sur le vécu de notre famille dans cette question. En quête d'aspiration, j'ai posé la question à mon mari. Il me dit, comment on gère entre l'autodétermination et la protection pour les mineurs? Il me dit, on gère pas. Et je dis, non, je vais dire, comment on le vit, ce dilemme? On vit mal. Et je trouve que ça résume très bien, c'est un cri du cœur qui résume, c'est que du moins la problématique. Naviguer entre l'autodétermination d'un côté et la sécurité et la santé de l'autre côté, ça veut dire pour les parents en permanence l'obligation de tout anticiper, tout le temps, y compris des choses qui ne sont pas prévisibles. Il y a évidemment le problème de la nourriture, mais pas que. Il y a aussi la quadrature du cercle entre les désirs de l'enfant, souvent illusoires, et la faiblesse de son discernement qui peut le mettre en danger. Et pour illustrer ce dilemme auquel on est confronté en permanence, je vais juste énumérer quelques exemples. Là où Émile a exprimé un fort souhait d'autodétermination, d'autonomie, avec le moyen de transport. Quand il allait encore au collège, il a pu aller à pied au collège, c'était 20 minutes à pied, il n'y avait aucune boulangerie, pas de supermarché, pas de café, rien sur la route. Donc, c'était peinard, il a fait 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi, en plus, c'était du sport, il se sentait très libre. Avec le passage en IME, à 16 ans, c'était plus faisable à pied. Donc, au début, il a pris le cadre de massage, et il était dépité, évidemment, d'avoir perdu cette autonomie. Et puis, en plus, il y avait un problème, un conflit avec une des passagères, assez récurrent. Et puis, tout le temps, il me demandait quand est-ce que je peux prendre le bus de ville. Je voudrais prendre le bus de ville. Je voudrais aller tout seul prendre le bus de ville. Et puis, on a freiné. Bon, sinon, entre la maison et l'IME, ils attendent l'arrêt de bus avec tant de supermarchés, de boulangeries, de cafés, Donc, on a résisté jusqu'à un jour, on a craqué.
Donc, il a eu l'autorisation de prendre le bus de Lille, il était très bien, il se débrouillait très bien, il trouvait les arrêts, la station, tout ça, il gérait très bien. Mais jusqu'au jour où il a commencé à sortir là où il y a le supermarché, voler des chocolats, voler des bonbons, et puis faire un deuxième supermarché. Et jusqu'au jour, deux fois, j'ai pu le récupérer chez le du supermarché. Une fois, je l'ai récupéré à l'hôpital parce qu'il s'était été en route. Donc, la question a été réglée. On l'a emmené en voiture parce qu'il était en classe. Maintenant, il n'est plus en classe, mais on continue à l'emmener en voiture parce qu'il reste toujours la problématique des tentations sur la route d'alimentation. D'ailleurs, il s'est posé aussi la question de l'argent de poche. À un moment, on a arrêté de lui en donner parce qu'ils sont serrés pour acheter des bonbons, évidemment. Et donc, quand il s'est fait attraper par la vigile au supermarché, je me suis presque fait engueuler, mais quelle mauvaise mère, pourquoi lui donner pas d'argent de poche, comme ça il n'a pas besoin de voler et pas acheter. Il n'a pas compris la problématique, mais autre exemple, plusieurs fois cette année, Émile est parti en cachette de la maison pour aller au cinéma, pour aller se promener en ville, quelque chose de tout à fait banal pour un jeune de son âge, 16-17 ans, ça n'a rien d'extraordinaire. Sauf que ça reste toujours l'aventure. Une fois, c'est moi qui le repêche avant qu'il soit embarqué par d'autres jeunes dans une aventure improbable. Une fois, c'est la police qui me le ramène parce qu'il était en train d'errer dans un quartier peu recommandable, qui craint. Et du coup, à chaque fois, ça se finit mal et on se dit, il faut encore resserrer le cadre. Donc, il grandit, il prend de l'âge, il a de plus en plus envie d'autonomie et nous, on se sent obligés de resserrer de plus en plus le cadre. Quand il avait 12 ans, il était plus libre que maintenant à 18. On le laissait aller seul à la bibliothèque pour qu'on soit femme. Maintenant, on est obligé de l'accompagner en permanence. Sachant que cette protection, c'est en même temps une privation de liberté. Du coup, on essaye de compenser. On se dit, cet été, on a fait beaucoup de vélo, on est autour de vélo, et puis, il dit, j'en ai marre, toujours toi qui décide la route. Aujourd'hui, je vais décider moi. D'accord, aujourd'hui, c'est toi qui décide la route. Super content. Sauf que du coup, il nous l'a, il trace. Au prochain plateau, il n'y a plus personne. Il dit, est-ce qu'il est là, il est là, ou là, ou là. On est en Allemagne, on terrain absolument inconnu, on ne sait pas le quoi. On a pu juste espérer qu'il va finir par retrouver le chemin. Et comme on avait dit à la fin, on va à la glacerie, il a trouvé. Mais pendant ce temps-là, on a quand même eu le temps de ne pas avoir peur. Est-ce qu'il va trouver le chemin? Est-ce qu'il va tomber du vélo? Est-ce qu'il va se faire renverser par une voiture? Est-ce qu'il va aller au bout du monde? Enfin, où est-ce qu'il est? Et d'ailleurs, ce vidéo, Émile, soit dit au passage, est un leitmotiv qui nous accompagne depuis qu'il s'est marché. Il dit où est lui, à chaque fois, on observe pour être sûr, est-ce qu'il est en sécurité? Et un autre problème, ce sont les initiatives. Tout à l'heure, l'intervenant canadien, il parlait qu'il est important de trouver des initiatives, que c'est très nécessaire pour se construire. Des initiatives qui partent d'une bonne intention et qui finissent en catastrophe en général. C'est assez fréquent. Je ne sais pas si j'ai le temps de donner des exemples, il faut faire très très vite. Un exemple, juste avant le déménagement, on prépare les cartons, j'autorise Émile à aller seul au parc pour s'occuper. Le parc était à 10 minutes de la maison, il connaît parfaitement le chemin. J'ai repéré qu'il y a une bibliothèque d'été sur la pelouse, il a dans les livres, j'ai repéré que la bibliothèque est fermée. Donc, ça va, je peux l'envoyer, pas de danger. Donc, le quartier libre, il peut aller à la bibliothèque sur la pelouse. Arrivé au parc, juste avant, il y a un parc pour les chiens. Il trouve un chien tout seul dans le parc à chiens. Du coup, il décide que le pauvre chien, il est abandonné. Donc, il le prend et il va au parc avec, il cherche après tout le parc, il cherche le propriétaire, il finit par se faire relayer par des gens qui emmenaient le chien à la police. Enfin, tout un ramdam. Pendant que le propriétaire, il cherchait ce chien. Donc, ça partait d'une seule intention, et c'était un peu un fiasco à la fin.
Donc, théoriquement, on pourrait laisser lui voyager seul, il peut prendre le bus, il peut s'orienter très seul, il y a une excellente sens d'orientation, mémoire des lieux, avec le GPS, il a déjà, l'ordure s'est déjà fait, il a fait preuve qu'il peut faire un chemin très complexe, entre le train, le bus, un autre bus, jusqu'au cinéma, il y a tout. Théoriquement, oui. En pratique, il y a toujours des choses inadaptées. Là, en l'occurrence, j'avais prévu la bibliothèque sur la pelouse, j'avais prévu que la buvette fermée, j'avais pas prévu le champ. Donc, on peut jamais tout prévoir, il peut toujours y avoir des aventures, le risque d'imprévu, parce que lui, il a ses réactions inadaptées, il peut faire des mauvaises rencontres, provoquées éventuellement par ses réactions inadaptées. Si j'ai pas informé d'avance. Revenons à la nourriture et la non-satiété. Une fois qu'un prêteur lui a payé le tribut de la frustration alimentaire, c'est-à-dire la frustration permanente, on a l'impression qu'il n'y a plus de ressources pour obéir aux contraintes extérieures, genre les règles de société, la bonne conduite, les convenances. Il adapte et réinterprète relative en permanence les règles. Et là, quand la pulsion de la nourriture est là, les règles et les conventions volent en éclats. Et une amie à nous, qui est au passage, qui est psychiatre et qui a vu Émile à l'œuvre dans un de ses mauvais moments, elle a résumé avec ces mots, elle a dit, en fait, il n'a pas vu sur moi. Et il faut se poser la question, comment est-ce qu'on peut s'auto-déterminer en l'absence d'un surmoi, ou en tout cas d'un surmoi fiable. Un coup, il a, mais un coup, il a plus. Donc, c'est une question qui j'ai pas de réponse. Les seules conclusions pas réponse, mais réflexions que moi, pour l'instant, je peux donner à notre problématique, concernant nous, les parents, c'est qu'il faut avoir conscience que l'accompagnement permanent, tout nécessaire qu'il est, il est aussi une privation de liberté. Et qu'il faut donc compenser par ailleurs, avec des possibilités de respiration, des possibilités de liberté. Ne serait-ce que diminution de liberté, éventuellement, où on reste derrière en contrôle. Du genre, laisser décider certaines choses, dans quel resto est-ce qu'on va, c'est toi qui choisis la pizza, après on partage, ou quel chemin est-ce qu'on prend, quel film on va regarder. Internet, ça peut donner pas mal d'espace de liberté, même si ça implique aussi d'autres dangers derrière. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut avoir les nerfs en acier. Et accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Pour l'environnement en famille, c'est pareil. Il faut une structure sociale qui soit certes très encadrée, mais qui laisse des choix, qui laisse des ouvertures, parce qu'on ne peut pas être frustré sur tout. Donc, une structure psychorigide, c'est juste ce qui va provoquer le risque de crise fréquente parce que il n'y a pas assez de liberté. Il y a d'autres handicaps où l'aider des parents est indispensable à l'autonomie pour pallier à une incapacité physique, par exemple. Notre problème à nous, j'ai l'impression, maintenant, après tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir tout faux, en fait. Et tout ce que je viens de vous dire, je ne suis plus du tout sûre que ça fasse du sens. Mais, juste hier, je me disais, notre problème à nous, c'est que notre aide, en fait, ça doit être un frein en permanence, un empêchement. Émile, il est capable de faire plein de trucs tout seul, et mon rôle, c'est d'empêcher de faire les trucs tout seul. Parce qu'il y a des dangers pour sa santé derrière. Il peut prendre le bus tout seul, mais il ne peut pas résister à la boulangerie à l'arrêt de bus. Il est capable de se déplacer, de planifier, de s'orienter, mais il n'est pas capable de réagir adéquatement à des situations imprévues et adéquatement à des tentations alimentaires. Dernier truc concernant l'avenir, Émile, son rêve était ou est toujours un peu de devenir pompier. Alors, on lui explique, il explique pour quelle raison c'est pas possible. On l'emmène à la caserne, on lui explique les prérequis. Il revient régulièrement. Donc, est-ce qu'il faut que je continue à le laisser, à l'accompagner dans une démarche, à se prendre un râteau, un deuxième râteau, un troisième râteau?
épuiser tous les capitaines de cadre de la région, les harceler jusqu'au bout. Est-ce que c'est un moyen de dire, là, stop, il faut avoir compris que c'est pas possible. Là, il vient d'avoir 18 ans, autre question, comment est-ce qu'on fait à la majorité? Est-ce qu'il faut une tutelle, curatelle? C'est une question aussi qui se pose, auquel je n'ai pas encore de réponse. Donc, en fait, ma contribution, c'est surtout beaucoup de questions, et j'en finis là. Merci de me donner la parole. Et alors, moi, je voulais apporter mon témoignage plus comme soignant. En réfléchissant un petit peu à cette thématique de l'autodétermination dans le soin, je me suis dit que la meilleure chose, c'était probablement un exemple que j'allais vous donner d'un jeune homme et comment moi, ça m'a permis en fait de réfléchir à comment dans mes pratiques de soins, cette expérience avec ce jeune homme pouvait nous donner des enseignements. Et puis, les enseignements qu'on a dans le soin, je pense que ça peut être aussi des enseignements qui se rejoignent avec ce qu'on a déjà entendu. Alors, c'est un jeune homme j'ai changé son prénom, il s'appelle Rachid. Je l'ai connu à 18 ans en transition de la pédiatrie. Il avait déjà une situation médicale complexe, puisqu'il avait déjà un surpoids important et puis un diabète très déséquilibré, avec un équilibre très déséquilibré. Une HbA1c, certains connaissent 14%, donc c'est vraiment des taux très très élevés. On m'avait fait cette transition en disant que le contexte était très difficile, le contexte familial, avec un jeune homme qui refusait beaucoup de choses. La seule chose qu'il acceptait, c'est de venir en consultation. Donc on a commencé à mettre en place des consultations relativement fréquentes puisque il avait des équilibres très importants qui, moi, en tant que médecin, donc c'était il y a 6 ans maintenant, hein, non, j'ai encore un peu plus d'expérience, mais c'était un risque, voilà, on parlait du risque, moi ça m'inquiétait beaucoup, hein, ce diabète à 14%, un jeune homme de 18 ans. Donc voilà, les consultations, on a mis en place beaucoup de choses, mais toujours sous l'injonction, c'est-à-dire c'est des prescriptions, donc un contrôle hein, sur ce jeune homme, donc des essais d'hospitalisation qui ont été plutôt des échecs, des prescriptions de médicaments. Il a même fait un séjour en DA et puis il est revenu, il a dit je veux plus du tout y aller. On a demandé l'aide de titre les handicap rares, il a accepté un moment, après il a refusé. Il y a même eu un SAMSA. Bon, vous voyez beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, etc. Mais toujours finalement face à un jeune homme qui acceptait, mais qui a accepté sans motivation intrinsèque. J'y reviendrai, mais plus parce que c'était pour me faire plaisir. Finalement, il était quand même content de me voir, c'était déjà un résultat. Et puis un jour, donc le soin dans tout ça, moi j'étais un peu paniquée. Hein, chaque fois, je voyais cette HbA1c qui était toujours à 14%. Bon. Et puis un jour, il est arrivé et je l'ai pris tout seul en consultation. À chaque fois, c'était avec son papa. Mais là, j'ai senti une relation un peu difficile, conflictuelle. Donc, je l'ai accueilli tout seul. Et puis, je l'ai laissé un peu parler comme ça. Alors, il avait des gros problèmes d'élocution, donc il fallait prendre beaucoup de temps pour le laisser s'exprimer, etc. Et pour la première fois, il m'a parlé de son diabète. Et il m'a exprimé, et j'ai senti cette émotion de la peur. Il m'a dit, mon diabète, j'ai peur pour mes yeux et mes reins. Et alors là, il m'a étonnée. Je me suis dit, tiens, pour la première fois, il me parle de ça. Et je lui ai dit, là, tu m'étonnes. Je sens quelque chose que tu veux me dire. Et il a réussi à me dire qu'effectivement, la dernière fois, je lui avais parlé de ça et il a cheminé. Et donc, c'est en fait sur cette réaction d'étonnement, je me suis dit là, c'est le moment. C'est-à-dire, c'est là où il commence à lui s'approprier sa maladie et exprimer quelque chose par rapport à cette maladie. Et puis après, bon, je vous passe un peu les détails parce que tout ça fait quand même pas mal de temps, 6 ans. Et un autre, donc voilà, je lui prescrivais toujours des médicaments, je pensais qu'il ne les prenait pas. Et puis un autre jour, il est venu, il m'a dit, moi je veux un lecteur freestyle. Je sais pas si vous connaissez ça, enfin peut-être les parents de diabétiques ou diabétiques dans la salle connaissent, donc c'est un lecteur qu'on met là. C'est un peu technique, hein, parce qu'on met des capteurs et puis il faut passer les lecteurs. Alors bon, moi, étonnement, toujours très étonné qu'il me parle de ça. Je commence à lui demander ce qu'il avait, comment il avait connu ça, etc. Et en fait, c'était à l'hospitalisation précédente, qui s'est d'ailleurs pas très très bien passé.
En fait, il a rencontré une interne, donc un jeune médecin, qui très naïvement lui a parlé de ça. Et en fait, l'outil lui-même voilà, l'a capté. Et il est revenu me voir en me disant, moi, je veux ça. Alors, bon, j'étais un peu embêtée parce que c'est quand même technique, etc. Mais j'ai dit, ok, d'accord, j'ai bien compris. Donc, je lui ai demandé comment il pensait le faire. Il m'a expliqué, tout ça, j'étais très bien. Et donc, en fait, on a fait un contrat ensemble. Je lui ai dit, je te prescris le freestyle, mais quand même, tu sais, au départ, c'est pas facile à manier, etc. On m'a demandé une infirmière. Alors, derrière ça, j'avais aussi l'idée quand même que l'infirmière pouvait l'aider aussi, peut-être, à la compliance au traitement. J'avais quand même une petite idée derrière. Voilà. Et en fait, il a accepté cette infirmière au début, alors qu'il refusait tout, hein, tous les contrôles jusqu'à maintenant de passage, le SAMC, il avait arrêté parce que c'était trop contraignant, tout ça. Et je lui ai dit, j'ai besoin de toi pour que ton diabète aille mieux. Et donc, on est rentré plus dans une relation, comme vous voyez là, j'appelle ça finalement, c'est ça l'autodétermination, c'est-à-dire que lui, il s'est mis dans une posture où il avait la capacité d'agir sur son diabète. Et en fait, il avait aussi compris qu'il y avait des enjeux pour sa santé. Le fait de lui faire confiance a permis qu'on chemine ensemble. Et puis finalement, voilà, les dernières consultations, donc il est revenu. Alors, la première chose qu'il me dit, bon, l'infirmière, tu m'as dit 3 mois, maintenant c'est fini. Alors, je lui ai dit, alors, c'est fini ou c'est pas fini? Regarde, ton diabète va mieux. Et il me dit, non, c'est pas fini, on continue l'infirmière. Et il m'a même dit la dernière fois, j'aimerais bien être hospitalisée parce que j'aime bien l'équipe. Voilà, donc c'est un exemple. Je vous avoue que pendant 5-6 ans, là, avoir son diabète à 12%, c'était un peu ce qu'on parlait, est-ce que c'est un risque acceptable? Alors c'est vrai qu'en tant que soignant, on se pose la question, on se dit, bon, laisser comme ça une glycémie très élevée, les conséquences, etc. Mais finalement, c'est quand même en arrivant à ce processus d'autodétermination qu'on a eu les résultats. La dernière fois que j'ai vu, il avait une HbA1c à 8%, pour avoir un équilibre parfait. Enfin, il a quand même gagné 6 points d'hémoglobine glycée. Alors, je ne fais pas l'histoire, hein, parce que voilà. Donc, finalement, les enseignements de cette expérience. Déjà, l'interaction avec la personne seule. Moi, j'ai aussi là trop souvent finalement une interaction beaucoup avec les parents et on a parlé des projections des parents sur les jeunes et ça. Et donc moi là maintenant vraiment dans mon exercice quotidien, j'essaye vraiment de laisser s'exprimer les jeunes sur leur place. On parle de santé, hein, de prise en charge de sa santé. Donc le laisser s'exprimer, laisser du temps. Alors le temps, c'est à la fois le temps de consultation. Bon, alors ça veut dire s'arranger pour avoir du temps. Et donc, bon, c'est que c'est pas évident à l'hôpital, mais je pense réellement que si on veut, et alors, en particulier dans une période charnière comme celle-là, 18 ans, 25 ans, encore après, il faut encore du temps. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important de laisser ce temps à la parole, à l'expression. Encore une fois, c'est un jeune homme qui avait du mal, beaucoup de mal, et au début, moi, je ne comprenais même rien à ce qu'il me disait, hein, il avait vraiment des problèmes d'orthographe. On a aidé, je pense, dans cette relation, à dépasser le déni. Au début, je me disais, j'ai voulu vous dire, la seule chose qu'il me disait, c'était, je veux pas mon Prader Willy, je veux le permis, un logement et un travail. Hein, c'est ça qu'il me disait. Et en fait, à la fin, quand même, là, maintenant, on parle de sa maladie autrement. Alors qu'on n'est pas encore hein, dans l'élaboration de son projet, il est toujours ses occupations, c'est de traîner dans la cité avec ses copains. Hein. On n'a pas pour l'instant réussi à construire un projet de vie un peu plus construit. Mais il a dépassé quand même son handicap et là, on est vraiment centré sur lui et sa santé. En fait, on a aussi, on a expliqué la maladie avec des mots simples. J'ai pas édulcoré les conséquences, hein, puisque je vais parler des complications et c'est ça qu'il a retenu. Mais c'est quand même ça aussi qui a fait un peu bouger les lignes. Et puis probablement cette façon de pouvoir agir sur sa maladie. On tente des choses. On tente des choses en voyant le risque. Et puis, on voit aussi qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On a tenté des choses, hein, le SAMSA, l'accompagnement un peu plus dirigé, l'accompagnement très encadré en live, etc. Mais c'était trop de contraintes pour lui. Donc finalement, il fallait arriver à prendre ce temps, guider sans imposer, en tout cas pour ce jeune homme. Ensuite, il y a une cohérence avec les autres acteurs.
on a finalement conclu qu'on n'allait pas révolutionner toute sa vie, qu'il y avait un objectif, c'était l'acceptation de son traitement, et puis quand même l'aide d'une tierce personne qui était l'infirmière, mais qui n'avait pas d'ingérence dans sa vie, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être que ça viendra, mais pas pour l'instant. Il y a du tiers. Là, c'est pas passé par la famille, on sentait vraiment, finalement, il y avait quand même un blocage avec ce jeune homme. Et d'ailleurs, il ne vient plus en consultation avec ses parents, il vient tout seul. Et ça passe du coup plus par la relation avec l'infirmière, que j'appelle à chaque consultation devant lui. Et finalement, ensemble, on fait le point. Et surtout, ce qu'on a aussi beaucoup fait, c'est la valorisation, la reconnaissance du fait qu'on a développé une confiance et que finalement, on a valorisé aussi ces progrès. Donc la coopération, pour moi, en conclusion, c'est que la coopération des professionnels, là, en l'occurrence, enfin, là, mais moi médecin, mais il y a eu d'autres personnes dans l'équipe qui ont participé à tout ça. Là, je parle de ma consultation, mais encore une fois, l'interne, l'équipe, etc. La coopération des professionnels a permis un début d'autodétermination chez lui et peut-être un engagement déjà là dans son avenir. En tout cas, il va mieux sur le plan de son diabète. Voilà, donc en fait là c'était aussi pour vous expliquer en fait qu'il faut donner des occasions et moi du coup c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans ma pratique, des occasions d'autodétermination qui peuvent aider aussi probablement pour le projet de vie, parce que quand on arrive aussi à l'autodétermination dans le soin, c'est un tout. Donc en résumé je dirais de ce que ça m'a enseigné, c'est que c'est du lien, beaucoup de liens, du temps, mais une temporalité, 6 ans, c'est beaucoup, mais bon, finalement, là, son diabète va mieux, il n'a pas de complications, il est jeune, il n'a pas de complications, il a pris un risque, et finalement, il était acceptable. Faire confiance, et puis utiliser des outils adaptés. Je crois quand même beaucoup aux outils quand même. Là, ça lui a permis, le freestyle, le fait de se dire, je vais faire mes injections tout seul, mais il y a l'infirmière, etc. Des outils qui nous montrent qu'il était capable. Voilà. Donc, voilà, c'est un exemple, je pense, qui nous permet de montrer que les occasions de cette autodétermination, même si les situations sont très, très bloquées au départ, peuvent quand même permettre des petits pas, si je reprends un petit peu l'expression qu'on utilise parfois. Voilà. Donc, tout d'abord, vous dire que je suis ravi d'être ici avec vous. Dans les rencontrés, je suis très heureux d'être là. Tout à l'heure, on a fait la session adulte. Il y avait beaucoup de questions qui ont été posées. Alors, vous avez noté les grandes thématiques, vraiment, tout qui est passé, le problème des institutions, le problème de la déglutition, la frustration, quel risque on prend, justement, on laisse peut-être porter par le désir de ton enfant ou pas. Est-ce que des fois, à trop fermer la porte, on va dans une spirale négative aussi pour le jeune qui se déprime. Donc, beaucoup de questions qui ont été posées, qui renvoient à tout un tas de questions cliniques auxquelles on est confronté. Alors, de ma place, c'est vrai que parler d'autodétermination, c'est extrêmement important, nécessaire, mais est-ce que c'est au psychiatre qu'il faut la poser cette question? C'est une vraie question que je me pose. Enfin, moi, je l'accompagne, mais est-ce que le psychiatre, dans tout ça, parce que des fois, on est interpellé à ce niveau, Que pensez-vous, docteur? Est-ce qu'il faut qu'il aille vivre en couple? Est-ce qu'il faut c'est psychiatrique, ça? C'est une vraie question éthique qui se pose. Et dont on ne fait pas. Alors, Monsieur Cahouet, moi j'ai beaucoup appris, je trouve ça très intéressant. Et alors, je crois que vous en savez autant que lui en fait. Je tiens à le dire. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait ce mouvement un peu de dépit. Quand on entend ces préconisations qui sont là, le prix d'une expérience, mais vous avez aussi la vôtre, je crois. Il faut beaucoup valoriser le savoir profane, il me semble, ce que vous avez su acquérir et tout ce que vous ne dites pas, mais que vous savez faire. On parle beaucoup de ce qu'on n'arrive pas à faire, mais tout le reste, je crois, c'est pour se rassurer, je crois. Et ce qu'il a pu avancer, je pense, c'est avant tout les outils de communication. Et par contre, moi, je trouve, j'ai le sentiment, là, moi, je fais depuis 4 ans, mais c'est de grands progrès sur l'aspect très médical, somatique. Là, ça donne vraiment des billes, sur l'accompagnement dès le plus jeune âge, au plan éducatif, de la guidance parentale, sur le suivi psychologique, sur comment susciter, mobiliser cette envie, ce désir, le juguler. Et parce que on en parlait avec ma collègue Annie Gonelvienne,
on parlait de bien jeune entre deux, mais je me dis que toutes ces situations que l'on voit exploser à la transition, justement, en de la vie, là, on attend un foyer, on attend une place, on se questionne finalement le devenir, son désir à soi. Hein. Je me demande si on peut pas parler d'une crise de l'autodétermination. C'est pas une crise qui a trait à ce sujet-là, en fait. Hein. Dans quelle mesure ça a été travaillé différemment auparavant, tenu différemment, je ne sais pas, je vous le réfléchir. En tout cas, vous en savez plus, en tout cas, que ce que vous croyez, j'en suis convaincu, et moi, en tout cas, je prends partie d'apprendre beaucoup des parents et aussi des jeunes gens que je vois. Donc voilà, pour le savoir profane. Alors, ce qui revient beaucoup dans les expériences, c'est quand même cette notion quelque part de deuil aussi, hein, l'autoriser ou pas l'autoriser, ça renvoie quelque chose d'assez compliqué, hein, en tant que parent, hein, on le fait avec plusieurs deuils, mais je crois qu'il faut aussi le voir comme quelque chose qui peut se reconstruire. Hein. Il n'y a pas de normal, il n'y a pas de pathologique. Hein. Il y a la normativité, on peut reconstruire en rapport à la vie et quelque part à la norme, selon ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas. Ce n'est pas rédhibitoire, il me semble. Il faut l'inventer, il faut le construire. C'est souvent très compliqué. Mais comme on se disait ce matin avec, quand j'écoutais Monsieur Tifto, hein, je pense que les expériences, ce qui peut se créer, les initiatives ponctuelles sont à faire remonter. C'est comme ça aussi, en allant de l'avant, en faisant remonter ce qui existe, ce qui est fait. On peut aussi faire changer les choses. Hein, vraiment, même si c'est compliqué, même si c'est long, même si des fois on a envie de baisser les bras, même si il y a une rigidité immense, même si des fois on est au bout du rouleau, hein, c'est sûr. Mais quand même, j'aimerais avoir ce petit mot positif. Alors après, nous, la question que l'on a à Toulouse côté adulte, hein, autour de cette thématique de l'autodétermination, mais c'est deux principales, hein, je dirais, c'est voilà, la vie affective, hein, le droit à dire son amoureux ou son amoureuse, à vivre avec, la question de voir des enfants, je veux être une famille, hein, ça revient souvent. La deuxième, c'est l'autonomie au sens de vivre seul, hein, tout lâcher, vivre seul. Et alors, bien sûr, ça, c'est des questions qui sont pas simples. Hein. Et là, bien sûr, même en tant que médecin, on est assez frileux. Mais je crois que la nuance qui a été faite par M. Cahouet, et qui a été soulignée par François entre autonomie et autodétermination est importante. Hein. À ce niveau-là, on peut cheminer vers des avancées sans toutefois se mettre en danger, je pense. Hein. L'exemple du pompier, Dagmar est parti. Mais l'exemple du pompier, oui, bien sûr, peut-être on peut se figurer que devenir capitaine, ça sera jamais possible, mais on peut tout de même se figurer qu'un projet se construit autour de cela. On peut même se figurer que n'importe quoi, de rendre service aux pompiers du village, d'être disponible, je sais pas moi, par une activité quelconque, on peut se valoriser et trouver du sens à sa vie sans forcément en passer par le circuit ordinaire. Voilà ce que j'aimerais dire. Donc, la place d'être du bonheur et d'être heureux. Ça, j'y crois beaucoup. Parce que je disais ce matin, il me semble vraiment que les projets de devenir répondent là aussi à des questions très normatives aussi. Hein. On traite beaucoup par le travail, notamment. Il faut s'épanouir par le travail, par faire comme tout le monde. On peut s'épanouir et être heureux de façon tout à fait différente. Hein. Je donnais l'exemple de patients que nous suivons qui sont parfaitement heureux parce que ils sentent une utilité dans leur quartier, parce qu'ils mènent des animaux, dans des voisins, parce que des fois ils ont un petit temps à l'école où ils aident les enfants sans être non plus ATSEM. Là, je pense que c'est une patiente qui vit en Corse. Voilà, c'est ces petits espaces-là d'autonomie, de liberté qu'il faut conquérir et ne jamais rien lâcher. Bon, alors, je ne fais qu'improviser à vous livrer mes pensées. Donc, si jamais il y a des questions, je les répondrai, mais c'est juste vous dire qu'il ne faut pas, je pense, repartir cette journée qu'avec ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on a mal fait. Il faut même beaucoup de positif. Il faut être positif avec ce qu'on a entendu et en faire quelque chose, que l'on soit avec un enfant jeune, même adulte, il y a toujours de quoi créer. Voilà, donc un message plutôt d'optimisme de ma part. Donc, pour ma part, je vais vous parler depuis mon expérience de responsable au niveau de l'équipe Relais Handicap Rare, et dans le cadre de ma recherche-action, nous avons accompagné donc des familles avec un accompagnement centré sur cette autodétermination, ce processus d'autodétermination, avec un accompagnement global qui a à la fois permis de nous centrer sur l'accompagnement du jeune, de la famille, mais aussi des professionnels de terrain, avec l'idée de remobiliser parfois des professionnels dans des situations où il n'y en avait plus beaucoup.
Les situations accompagnées sont particulièrement complexes avec pour la plupart un risque de rupture d'accompagnement. Donc c'est vrai que ce qui est ressorti au niveau de l'autodétermination, c'est que ça nécessitait d'être expérimenté, d'être éprouvé. On a vraiment une question de ressenti, à la fois le ressenti du jeune de pouvoir éprouver cette autodétermination, mais aussi pour les proches et pour les professionnels. Il y a beaucoup de choses qui sont passées par le ressenti et l'expérience du quotidien. Donc, c'est vrai que on a eu beaucoup de réflexions pendant les 2 années de recherche-action autour de cette autodétermination et que avec certains professionnels, on s'est rendu compte que parfois on avait le sentiment de faire déjà et finalement, c'était pas forcément aussi simple et que de s'accorder du temps pour réfléchir à ce qu'on faisait, pour prendre un peu de distance, on se rendait compte que finalement, on peut parfois avoir l'impression de faire l'autodétermination, mais finalement, ça n'en est pas forcément toujours. Alors, on est reparti aussi de la base et de qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire aussi dans le quotidien, dire et s'entendre dire. Alors, c'est vrai que parfois, on peut prendre le temps d'entendre, mais ensuite, c'est quelle valeur on va pouvoir donner à la parole qui a été entendue et comment on va la prendre en compte ensuite dans le quotidien. Qu'est-ce qu'on va faire de cette parole? Parce que l'écouter ne suffit pas à lui donner cette parole et sa place dans le quotidien. Et puis, ça veut dire aussi, effectivement, offrir des conditions pour permettre l'émergence de la parole et faire en sorte que la personne puisse parler. Et ça prend du temps. C'est vrai que la question de la temporalité a été beaucoup abordée aujourd'hui et c'est vraiment une question qui est beaucoup ressortie dans le cadre de la recherche-action. Et cette temporalité, elle peut se heurter aussi à la temporalité d'une structure, quand on a une structure qui accompagne les personnes, à la temporalité des réglementations qui disent que, à 20 ans, il faut passer en structure adulte, et aux temporalités des administrations également. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il a fallu aussi réfléchir à l'objectif, c'est-à-dire que à un moment donné, on parle, j'entends le mot liberté, mais avec les parents, avec les familles, on a pu aussi réfléchir à l'objectif de cette autodétermination, qui était une vraie recherche de qualité de vie pour la personne dans un environnement donné et dans une réalité donnée aussi, qui est la société aussi telle qu'elle est aujourd'hui et qui est aussi les besoins, pas que de la personne, mais aussi les besoins de ses proches, puisque on est dans une interaction, le jeune il vit dans une famille et il faut prendre en compte tout ça, ce qui n'est pas toujours simple et ce qui amène encore de la complexité aux accompagnements. Alors, c'est vrai que pour toute personne, la période de transition vers l'âge adulte, elle est pas simple. Il y a un souhait d'autonomie, parfois une recherche de distance avec ses parents, et puis des risques liés à l'environnement. Dans ce contexte de recherche d'autonomie, une prise de risque qu'on peut rencontrer parfois pour tout adolescent. Et puis, avec le syndrome de Prader-Willi, effectivement, il y a une majoration des risques qui vont être à la fois liés au syndrome, liés à la vulnérabilité, et à des prises de risques qui vont être amplement majorées par l'expression du syndrome de Prader-Willi. Alors, l'une des pistes de réflexion, ça a été sur le fait que le cheminement de la prise de conscience des aménagements qui sont nécessaires, qui peuvent être vécus comme une restriction de liberté. J'ai bien entendu les témoignages autour de ça, mais c'est vrai que on a travaillé autour du fait de valoriser ce à quoi ça permettait d'accéder finalement. Parce que cette restriction de liberté, elle peut permettre d'accéder à des compétences qui vont être empêchées par le syndrome de Prader-Willi. Ils ont des capacités, on l'a entendu tout au long de la journée, et ils ont des compétences qui sont empêchées par l'expression du syndrome et le fait d'apporter un cadre, d'apporter des ajustements dans l'environnement qui vont être spécifiques pour eux, va permettre d'accéder à certaines compétences. Donc, c'est vraiment un travail qui, je pense que le fait
qui est du tiers, comme on a pu le faire dans le cadre de la recherche-action, a permis d'accéder à des choses où les parents nous ont souvent dit, mais nous-mêmes, seuls face à notre enfant, on ne parvient pas forcément à accéder à cette parole, à accéder à ce qu'on peut faire quand on est extérieur, quand on a un tiers. Mais on a pu constater que le fait de proposer des aménagements spécifiques et de les travailler avec la personne concernée qui va parfois subir cette restriction de liberté, comme vous disiez, peut ouvrir l'accès vers ce développement de compétences. Et quand on arrive à valoriser les capacités, empêcher à valoriser ses compétences et à faire en sorte que la personne s'en rende compte, on a pu accéder aussi du coup à ce que la personne soit favorable, et on a pu entendre aussi des jeunes dire qu'ils demandaient à ce qu'on fasse ces aménagements. On a bien entendu Elias avec la clé sur les placards de nourriture, où finalement on peut accéder aussi à ce que la personne soit d'accord pour qu'on mette en place ces ajustements. Et c'est vrai que cette autodétermination, c'est vraiment un cheminement qui n'est pas toujours un chemin facile, mais avec des hauts, des bas, avec parfois de la négociation, et en tout cas la nécessité de prendre le temps d'expliquer, le temps d'expliciter, et la personne aussi a besoin de temps pour l'entendre, pour le comprendre, et de faire des allers-retours. Et parfois, la personne a pu nous recontacter un peu plus tard en disant « Ah, mais au fait, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit, et bon, finalement, effectivement, c'est bien comme ça. » Et c'est vrai que ce temps-là, parfois, c'est très frustrant, mais on a pu voir à quel point il était nécessaire. Et aujourd'hui, donc après, la recherche-action a commencé il y a 2 ans, et aujourd'hui, on a des appels et on voit émerger des choses 2 ans après le début de la recherche-action sur des situations pour lesquelles on n'avait pas forcément perçu les effets de tout ce travail autour de l'autodétermination. Et aujourd'hui, c'est frappant, et c'est vraiment, on voit à quel point ça peut porter, mais ça nécessite aussi que la temporalité soit la bonne pour la personne, parce que parfois, c'est pas forcément le bon moment non plus. Quand la recherche-action a commencé, il y a des personnes qui ont été incluses, mais c'était pas forcément le bon moment pour elles, pour réfléchir à leur projet. Et ça, c'est aussi important de pouvoir l'entendre. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la problématique des troubles du comportement, ça a pu être souvent mis en avant comme étant un frein à mettre en place des choses autour de l'autodétermination quand on a accompagné notamment des professionnels. Et en même temps, il y a un cercle vicieux autour de ça, puisqu'on a pu voir que le manque de choix, le manque de propositions, de contexte, d'émergence de cette autodétermination amène aussi des troubles du comportement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a dû aussi réfléchir, alors surtout avec des professionnels de structure, sur comment à un moment donné, on prend le risque de sortir de ce cercle vicieux on ne peut pas mettre en place de choses parce que les troubles du comportement font que c'est pas possible, et pour se donner la chance de voir émerger finalement des choses positives, voire diminuer les troubles du comportement. Et c'est vrai que j'ai en tête une situation d'un jeune homme dont l'éducatrice me disait, mais vraiment, je ne peux pas l'emmener faire un stage en ESAT, les troubles du comportement sont beaucoup trop importants. Et finalement, on a convenu de faire un contrat tous ensemble avec le jeune, avec la structure, avec la famille, avec l'équipe relais. Et dans tout ça, la structure s'engageait à l'emmener visiter des ESAT, à l'emmener passer du temps en ESAT. Et le jeune, en contrepartie, acceptait d'aller voir tout un tas d'autres structures pour pouvoir comparer. Et finalement, du jour où ils l'ont emmené en ESAT, les troubles du comportement sont devenus quasiment insignifiants. Et aujourd'hui, on démarre un nouvel accompagnement parce que la transition, c'est jamais gagné. C'est vraiment une période de grande déstabilisation avec des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Donc, c'est une période qu'on accompagne particulièrement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit émerger des possibilités qui étaient initialement impensables pour les professionnels qui accompagnaient ce jeune dans une structure enfant. Donc, c'est vrai qu'on peut vraiment voir émerger des choses positives aussi quand
par une prise de risque qui est pas simple, qu'il faut évaluer. C'est vrai que M. Kawet le disait très bien tout à l'heure sur cette prise de risque, mais qui peut être très positive aussi. C'est un vrai défi pour les proches, pour les professionnels. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place dans l'environnement qui est l'environnement donné, qu'on doit prendre aussi en compte, qui va permettre de rentrer dans un cercle vertueux et de quitter aussi ce cercle vicieux. Donc c'est vrai que agir sur le parcours par le processus d'autodétermination, c'est un processus qui est complexe, qui nécessite de prendre en compte de multiples dimensions et qui induit aussi la nécessité de travailler sur de nombreux plans, en tout cas à notre niveau de structure de coordination. Et c'est vrai que donc j'ai essayé de mettre noir sur blanc les différentes dimensions. Alors, on voit l'acquisition des compétences qui nécessitent de pouvoir élaborer, de pouvoir verbaliser, ça prend du temps. C'est vrai qu'au niveau de l'équipe relais, dans le cadre de la recherche-action, les jeunes ont lu un numéro de portable d'un professionnel qu'ils pouvaient appeler, et beaucoup s'en sont saisis pour pouvoir eux-mêmes dire des choses sans forcément la présence de leurs parents. Mais cette capacité d'élaboration de verbalisation, c'est un vrai travail qui prend du temps, qui prend de la disponibilité aussi, et qui amène aussi donc la nécessité de pouvoir ensuite développer une conscience de ses propres besoins. Parce que à un moment donné, quand on nous a jamais posé la question, ou c'est un vrai travail aussi de se rendre compte de ses propres besoins, et puis quand on n'a pas envie d'avoir des ajustements faits dans son environnement, quand on n'aurait pas envie d'avoir ce syndrome-là, prendre conscience des besoins qui sont aussi imposés par le syndrome, c'est un vrai travail. Et puis, ça va nécessiter de faire face à une réalité qui va être souvent en décalage avec les souhaits initiaux. Une fois qu'on a pu exprimer ses souhaits, on se rend compte que finalement, il y a pas mal de limitations dans l'environnement. Il n'y a pas forcément de la place là où on a envie d'aller. Ce qu'on nous propose, ça correspond pas forcément à ce dont on avait envie. Donc, c'est aussi faire face à cette réalité-là et du coup, travailler sur une capacité d'adaptation, de pouvoir se réajuster avec la réalité qui est aussi celle qui est offerte à tous. Effectivement, quand à 20 ans, on doit travailler l'orientation vers une structure adulte, c'est la réalité qui s'impose à tous, et ça a été aussi un axe de travail qui a été important de comprendre que finalement, c'est pas juste parce que le syndrome de Prader-Willi qu'à 20 ans, doit quitter notre structure enfant, mais c'est parce que c'est comme ça, s'il y a une loi qui dit ça, et c'est la règle. Et ça, ce sentiment que finalement, c'est pas que parce que c'est moi qu'on me l'impose, c'est aussi quelque chose qui a pu être porteur. Alors, c'est aussi développer ses capacités de projection. Et ça, c'est pas simple. C'est vraiment quelque chose qui nécessite du temps, qui nécessite de pouvoir échanger, de pouvoir expérimenter des choses, parce que se projeter quand on nous offre pas la possibilité d'expérimenter, c'est pas simple. Et c'est aussi prendre en considération donc les conséquences de ces choix. Tout ça, c'est des vrais défis qui se sont posés à nous pendant les 2 années de la recherche-action, mais sur lesquels on a pu vraiment observer des choses qui ont pu bouger. Alors effectivement, c'est des petits pas souvent, et ça nécessite de regarder les choses parfois avec des lunettes un peu différentes, avec des ambitions un peu revues, un peu adaptées, ajustées. Mais il n'y a pas de petites ambitions. Je crois que vraiment chaque petit pas est important à valoriser, et ça nécessite aussi d'offrir continuellement des situations d'apprentissage, de stimuler la curiosité, d'amener à découvrir des possibles, et d'amener aussi, c'est aussi tout un travail qu'on a fait avec les professionnels, éviter de limiter les champs des possibles, parce que on se dit que non, ça va pas le faire, mais offrir des possibilités réserve aussi souvent des belles surprises. Alors c'est vrai que j'ai écouté Monsieur Robin Bastien, qui est psychologue et orthopédagogue en Belgique, et qui a aussi beaucoup travaillé sur l'autodétermination, et j'ai entendu quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant
où il distinguait le fait de faire des choix, la notion de prendre des décisions et de faire face à un dilemme. Et en fait, il expliquait que prendre des décisions, c'est au-delà de faire des choix. Ça suppose d'avoir pu faire l'expérience des différentes options émises, de pouvoir développer une préférence. Et pour pouvoir développer une préférence, il y a cette idée d'avoir expérimenté. Donc, la prise de décision, elle implique aussi de pouvoir considérer les conséquences de ses choix et se considérer, que la personne qui prenne une décision se considère comme pouvant être engageante, engager quelque chose qui va être différent. Et puis, parfois, les situations qu'on voit, c'est que finalement, aucun des choix proposés n'est positif. Et dans ces cas-là, il explique bien que finalement, c'est pas prendre une décision, c'est pas faire un choix, mais c'est plutôt faire face à un dilemme. À un moment donné, quand on demande à une personne de choisir entre une situation qui sera la moins négative des deux, mais qui sera finalement aucune des deux n'est un vrai choix positif pour soi. Voilà.